Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon invité ce jour est Jacques Ayadji. Il est là pour le bilan politique 2023 sur Reporter Bénin Monde. Alors, Jacques Ayadji, vous êtes président de Moël Bénin, parti politique de la mouvance, entendez, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Merci d'accepter répondre à nos questions. C'est un grand plaisir pour moi, sans dévoiler un secret. J'ai insisté pour être challengé par votre personne. Ah, merci. J'ai insisté, nous sommes là. On verra bien ce que l'émission va donner. On verra bien, merci. Alors, pour faire court, quel bilan politique pour le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin en 2023? En signe négatif ou positif, je dirais que nous avons un bilan largement positif. Même si aujourd'hui, au tableau des scores, nous n'avons pas encore d'élus. Oui. J'estime pour la marche que nous avons commencé depuis 2018, avec les moyens qui sont les nôtres, avec l'environnement que vous connaissez du champ politique, vous venez à faire un bilan largement positif. Et si vous avez participé à une élection, que vous n'avez pas d'élu, comment est-ce que vous pouvez positiver le bilan que vous avez? Nos idées ont commencé par voyager dans le pays. Et c'est très, très, très important. En termes d'idées, quelle idée a voyagé selon vous? D'abord, notre idéologie. Okay. Nous sommes le rare parti politique où vous venez à en avoir. Et puis notre vision économique, qui est le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et enrichir le pays pour lui permettre de faire face, d'autofinancer son développement. C'est tout un programme. De façon concrète, dites-nous que telle chose a été faite par votre organisation politique. Non, ça ne doit pas se résumer en telle chose a été faite. Okay. Nous avons une vision pour le développement de notre pays. Et si aujourd'hui nous avons le pouvoir, ce que nous ferons, c'est ça. Nous allons mettre en pratique le patriotisme économique, qui fait que vous et moi, quand nous sommes ici maintenant, tout ce que nous serons en train d'utiliser comme matériel du travail doit être le fruit du travail manuel des Béninois. C'est vrai que ça peut paraître un vœu pieux, mais c'est progressif. Prenez les Chinois, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, ils étaient un peu comme nous, mais ils en ont pris conscience et ils ont mis en route un modèle économique qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc, il nous faut prendre conscience. Et le débat de Moël Bénin, c'est de nous permettre de prendre conscience pour savoir que tant que nous serons extravertis, nous n'avons aucune chance de régler nos problèmes, nous n'avons aucune chance de financer nous-mêmes notre développement, nous n'avons aucune chance de sortir les jeunes du chômage ou du sous-emploi. Est-ce que ce qui s'entend de ce que vous dites, c'est que, puisque généralement on fait le reproche aux partis politiques de ne pas avoir, de n'avoir autre souci que la conquête du pouvoir, le parti Moël Bénin fait mieux et donc a bien mieux le souci du peuple que les autres partis, c'est ça? Je ne pense pas que, même si on dit que le premier objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui? Non. Ok. Parce que si vous prenez le pouvoir, il faut en faire quelque chose pour la paix et le pain du peuple. Et donc, pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que vous soyez préparé à prendre le pouvoir. Et pour être préparé, il faut avoir une idéologie. Il faut avoir une vision. Pour que si vous avez le pouvoir tout de suite, ce que vous allez faire pour sortir le pays de sa situation et
travailler sur l'employabilité des jeunes. Donc, oui, un parti politique doit penser à prendre le pouvoir, mais il y a un préalable. Le préalable, c'est de savoir déjà ce qui fera du pouvoir pour le bonheur du peuple. Et c'est ce que nous faisons. Alors, M. Jacques Ayadi, au Bénin, l'année 2023 a été très politique, autant à l'interne qu'à l'international, avec à l'interne les percées pour l'opposition béninoise et à l'international les bourdes ou les gaffes de M. Patrice Talon et tout. Comment est-ce que le parti Moël Bénin, comment est-ce que vous, en tant que président du parti Moël Bénin, vous vous êtes senti tout ce temps en appréciation de l'un comme de l'autre? D'abord, je ne voudrais pas qu'on referme tout de suite la page de la marche de Moël Bénin. Ok. Donc on peut quand même, puisque vous êtes au siège de Moël Bénin, bien sûr, il faudrait que l'essentiel de nos échanges porte sur Moël Bénin. Bien sûr, on a le temps d'aborder les sujets que vous avez là. bien sûr. Vous savez, nous étions au congrès à la dernière fois. Oui. Au premier congrès ordinaire, parce que le parti est né en juillet 2018 et les statuts prévoient que tous les 5 ans on soit au congrès. Nous avons fait le congrès et nous avons quand même pris un certain nombre de décisions, à savoir d'abord le changement de notre logo. Ah, ok. On a changé le logo. Vous n'avez pas voulu changer de nom comme les autres? Non, 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 le nom est réfléchi. Et au départ, le nom est vraiment réfléchi. Le logo aussi, hein. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les populations ont du mal à identifier notre logo parce qu'il n'y a pas un signe distinctif comme ils l'auraient souhaité. Donc, nous avons décidé de faire ce logo sur la base d'un palmier. Ok. Donc aujourd'hui, le palmier est le signe distinctif de Moël Bénin. Nous avons également changé les tests. Nous avons réduit la taille du bureau politique. Okay. Nous étions à 115. Nous avons noté une certaine inefficacité de ce grand nombre de camarades qui se réunissent pour les réunions du bureau politique. Nous avons appelé ça à 61. Okay. Bon, moi, j'ai été... Au plus d'efficacité, c'est ça? J'ai été reconduit à la tête du parti pour 5 ans et aujourd'hui, nous pouvons dire que Moël Bénin est en marche. Tout à l'heure, nous avons parlé du patriotisme économique. Oui. Et je vous ai dit que s'il est vrai que le premier objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, il faut s'y préparer. Et nous avons parlé du patriotisme économique. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le pouvoir. Mais nous avons décidé de mettre en chantier à l'échelle du parti ce patriotisme économique en créant le programme que nous avons appelé le PRON, qui est le programme de renforcement de l'unité nationale. Et pourquoi nous avons pensé à ce programme-là? Vous savez que notre pays n'est pas encore une nation. Ou bien vous pensez que nous sommes une nation, nous n'est pas encore une nation. Et le constat que nous avons fait au niveau de Moël Bénin, c'est que si un enfant naît, il risque aujourd'hui de commencer la maternelle en un point donné et avoir son doctorat au même point. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, même à mon époque, hein, je ne vais pas parler des époques plus anciennes, que lorsque vous commencez l'école et que vous avez le certificat d'études primaires, mais vous quittez là où vous êtes et vous allez à un autre point parce qu'il n'y avait pas de collège partout. Et d'autres quittent aussi leur lieu et vous recoupez là. Ça fait brassage. Ensuite, lorsque vous avez brevet, vous passez en seconde, il n'y a pas de lycée partout. Donc vous vous déplacez également. Et puis à l'université, c'était à mon époque unique, à mon économie qui nous mettait là. Donc ça fait que il y a brassage. Aujourd'hui, moi, si on prend les gens de ma génération, ils sont de tout pays, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et on est ensemble. C'est un peu ça. Nous avons dit il faut ressusciter cela. De quelle manière? En créant ce programme-là de renforcement de l'unité nationale, qui est un vaste programme. Mais à l'intérieur de ce vaste programme, nous avons pris quelques prétextes.
Le premier prétexte, c'est l'agriculture. Ok. Pour avoir le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture, le PRUNA. En quoi consiste le PRUNA? Ce PRUNA consiste à trouver des domaines, de la terre dans chacun de nos 12 départements. Et lorsqu'on arrive au niveau des départements, nous avons prévu de prendre 2 militants de Moël Bénin par département. Ça fait 24. Ok. Ces 24, nous les installons au niveau, je prends par exemple les collines, on a un domaine dans les collines, et puis les 24 sont là. Ils sont aidés par les populations autochtones, et puis nous les faisons vivre ensemble. On leur construit quelques bâtiments pas de luxe. Ils vont rester là, le parti va leur donner des moyens pour produire. Donc, 2 militants à la base agriculteurs. Oui, enfin, qui font quelque chose. Okay. On ne va pas attendre les périodes électorales pour les solliciter, non. On n'a pas de travail, mais la terre ne ment pas. Donc, ils vont produire, ça va leur permettre de sortir du chômage, et ça va permettre également au parti d'engranger des ressources pour pouvoir financer ces activités. Donc, ce que nous faisons ce que nous ferons à l'échelle du pays, c'est ça déjà que nous avons commencé par faire à l'échelle du parti politique. Donc, nous avons 12 départements, 24 personnes par département, et ces 24 personnes-là doivent venir de partout dans le pays. Le programme a déjà démarré, c'est ça? Ça va, nous avons prévu faire le lancement à mi-janvier. Okay. 2024? 24 pour un seul département. Par exemple, on ne peut pas faire tous les départements à la fois. Un seul département de collines où nous avons déjà une terre. Oui. Donc, on va installer ces 24 personnes-là en mi-janvier. Et ils vont commencer par travailler. Et nous allons montrer en miniature ce que nous aurions fait si jamais on avait le pouvoir. Ça, c'est le prétexte agricole. Nous avons pris un autre prétexte qui est les arts et la culture. Okay. On a eu le PRUNAC, projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Et là également, on met les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble pour faire de l'art et de la culture, pour leur apprendre à vivre ensemble. Et il y a un volet de ce PRUNAC-là qui est la célébration de nos valeurs. Okay. Donc, la première édition, nous avons identifié 7 personnes. Ça peut évoluer à 8, mais pour le moment, c'est 7. Nous avons identifié 3 journalistes. Okay. Francis Ossou, de l'ORTV, on ne le présente plus. Guy Paco, de Radio Tokwa. Oui. Et Jérôme Carlos, de Cap FM. Okay. Nous avons identifié 3 artistes, Nel Oliver, Samuel Danielou et Pierre Dassabouté, okay. Et puis un footballeur, je ne sais pas si vous avez le foot, oui. Il y a Expédie de Soubeté qui a été une grande gloire oui. pour le pays. Il y a ces 7 personnes là. Donc voilà un peu ce que nous ferons à partir de janvier 2024. De façon concrète. Voilà. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que pour bénéficier du programme pour l'unité nationale, il faut absolument être membre de Moël Bénin. Est-ce que c'est pas un tant soit peu exclusif? En fait, on veut commencer par là. Okay. En fait, c'est pas un programme, un projet exclusivement réservé à Moël Bénin, mais il faut qu'on commence là. Quand je dis que nous allons prendre 2 militants de Moël Bénin par département, en feront 24. Oui. Et au niveau de la zone du projet même, bénéficiaire, oui. La zone bénéficiaire qu'on va compléter de la 22, ce n'est pas forcément les gens de Moël. Et à terme, ce n'est pas forcément les gens de Moël. C'est à terme parce que nous allons finir les 12 départements, et nous allons partir maintenant à l'échelle communale, nous avons 77 communes. À terme, nous allons faire le maillage de tout le pays.
Est-ce qu'il y a d'autres aspects de vos programmes que vous voulez Non, non, ça, je crois que dans une émission, on ne peut pas tout dire. Oui. Mais c'est le programme phare que nous avons. Le PRUN, c'est un programme très vaste. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à deux prétextes. L'agriculture pour le prunat et les arts et la culture pour le prunat. Demain, ça peut être le sport. Demain, ça peut être autre chose. Mais pour le moment, nous avons ces deux prétextes-là. Mais notre objectif final, c'est de faire en sorte que notre pays tende vers l'unité nationale parce que ça nous manque. Nous sommes trop individualisés dans le pays et c'est ça qui fait que nous tournons à... Alors, ça me ramène à ma préoccupation d'alors. Lorsque aujourd'hui on remarque à l'interne les percées de l'opposition et donc aussi à l'international, on a vu tout ce que 2023 a été. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de bons pas qui sont en train d'être posés pour que nous tendons vers cette unité nationale? Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, d'abord, vous parlez de percées d'opposition. Je ne sais pas ce que vous avez. L'opposition aujourd'hui est à l'Assemblée, ce n'était pas le cas en 2022. Non, parce qu'ils ont choisi en 2019 de ne pas aller à l'Assemblée. Parce que les mêmes lois qui ont fait qu'ils avaient boycotté ces élections-là, ces mêmes-là n'ont pas changé. Donc, ils ont décidé maintenant de se conformer à la loi. Et moi, je leur tire chapeau pour cela. Mais si je suis 109, il n'y a eu que 28. Je ne sais pas ce que vous appelez percé. Si vous appelez percé pour 28 sur 109, que direz-vous de 82 sur 109? Que direz-vous? Donc voilà. Et puis ce n'est pas de cette unité nationale que nous parlons. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans l'unité nationale? L'unité nationale, là. Quand on parle du Bénin, là, vous voyez, vous allez aux États-Unis, on parle de American First. Moi, j'aurais bien souhaité qu'on parle aussi de Benin First. Parce que le Bénin ne représente rien pour personne. Mais comment est-ce que vous pouvez parler d'unité nationale si votre préoccupation n'est pas axée sur la mise en commun des personnes que nous appelons représentants du peuple? Non, les partis politiques ne représentent pas le peuple. C'est faux. En fait, le peuple dont parlent les partis, y compris moi, Bénin, je ne sors pas moi, du raisonnement. Le peuple dont les partis politiques parlent, ce n'est pas le vrai peuple. C'est pas le vrai peuple. Tout le monde revendique travailler pour le peuple. Mais pour quel peuple? Non, en fait, aujourd'hui, on dit que le peuple souffre. Et c'est nous, partis politiques, qui disons ça. Vous, acteurs politiques. Acteurs politiques qui disons ça. Mais le jour, le vrai peuple ne voudra plus de quelque chose, ces choses ne se passeraient pas. Le jour où le vrai peuple ne voudrait plus de quelque chose. Vous pensez qu'en 89, si on avait continué par payer les salaires aux fonctionnaires, là, que le président Kébou, s'il n'était pas mort, il ne serait pas encore au pouvoir. Il serait au pouvoir. Parce que les Béninois, nous, Béninois, nous sommes trop individualistes. Tant que vous avez le minimum pour vivre, peu importe ce qui se passe à côté de vous. Peu importe. En tout cas, je caricature ce que nous sommes. Et je pense qu'il faut qu'on avance un peu pour changer. Et c'est le nationalisme, pas en tant qu'exclusion, non. Pas, je ne parle pas de l'extrême droite et autres. Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et vous me donnez de rebondir sur vos propos lorsque vous prônez pour cette unité-là. Et je veux bien vous entendre, sinon je veux bien avoir votre lecture de 2023, du Bénin 2023, sur la scène internationale et sous-régionale. On a vu notre président à une époque récente se désolidariser de ce qu'on appellerait nos frères. Mais comment est-ce que... Quelle lecture vous faites alors de ça? J'ai déjà été quel frère? Nous avons vu M. Patrice Talon dans la crise nigérienne, où il a préféré sur la discipline de groupe comme étant celle de la CEDEAO que de soutenir le peuple nigérien qui, à un moment donné, en a eu marre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire appartenir à une association, à une organisation? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire?
Donc, est-ce que le président Patrick Talon avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Enfin, selon moi, ça n'aurait pas été très responsable de sa part de dire, moi je suis membre de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation à laquelle le Bénin a souscrit, le Bénin appartient. Cette organisation a été ratifiée par notre Parlement et cette va prendre une décision. Notre président va dire, moi je ne suis pas d'accord avec cette décision. Moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et ceux qui reprochent ces choses-là, on les a vus dans d'autres situations où ils revendiquaient presque le respect des décisions de ces organisations-là. Vous savez de quoi je parle? Non. Vous savez pas? Ok, moi je sais de quoi je parle. Donc lorsqu'on dit oui, telle cour de justice de telle association a pris une décision et il faut que forcément nous respectons cette décision, et dans le même temps reprocher au même président d'avoir respecté la décision des mêmes organisations, moi je n'arrive pas à me retrouver. Si moi j'étais dans le bas peuple, je n'arriverais pas à suivre ces personnes. Soit on est dans une logique implacable pour dire si les organisations sous-régionales, régionales ou internationales auxquelles nous appartenons, si elles prennent une décision, nous devons respecter. Il faut rester là. Il ne faut pas demander à respecter de façon sélective les décisions de ces associations. Donc voilà, le président Talon n'avait pas. Et rien ne prouve que il soit personnellement d'accord avec ce qu'il défendait. Rien ne le prouve. Parce que lorsque vous êtes dans un groupe, et que vous menez un débat au sein du groupe, vous avez une position qui n'a pas prospéré, en sortant du groupe, vous ne serez pas responsable en venant défendre votre position personnelle. Vous défendez la position du groupe. Et je pense que le président Talon était dans cette posture. Si vous le dites alors. Alors, M. Jacques Ayadji, je suis sûr qu'au cours de votre congrès dernier, vous avez abordé la question de 2026. Oui. Quelles sont les projections pour 2026? Est-ce que pour vous, par exemple, il va falloir relire la Constitution, il va falloir revoir par exemple la question des financements publics des partis politiques, il va falloir revoir la limitation des mandats. Qu'est-ce que vous espérez pour 2026 à Moël-Bénin? D'abord, nous on n'a pas attendu que 2026 s'approche pour avoir une position, par rapport à notre modèle démocratique. Je ne sais pas si c'est le lieu de le rappeler. Vous suivez un peu l'actualité au niveau du Moyen-Bénin, où nous pensons que le modèle démocratique que nous avons hérité de la conférence nationale n'est pas un modèle qui nous convient, qui nous ressemble. Et dans notre offre de législature, nous avons bien prévu qu'avant 2026, qu'on puisse créer une nouvelle république au Bénin. On puisse créer avant 2026 une nouvelle république. C'est écrit noir sur blanc dans notre offre de législature. Mais ce que nous avons ajouté, c'est que cette nouvelle république ne doit pas profiter aux acteurs actuels. Donc, la nouvelle constitution que nous allons Moël-Bénin entend, sinon veut bien, une nouvelle révision de la constitution. Mais c'est dit dans notre offre de législature et ça date de janvier 2023. Mais qui ne profitera pas aux acteurs actuels. Parce qu'il faut que cette constitution soit appliquée à partir du mandat qui va courir de 2026 à 2020. Quelles seront les spécificités Mais il faut réfléchir. Tout ce qui ne ressemble pas, il faut les enlever. Je dis par exemple, quand il va parler maintenant les Béninois qui sont superficiels, qu'il ne faut pas aller au fond de mes idées, ils vont dire, ah bon, limitation du mandat, ça n'a aucun sens. Ok. Et tant que nous n'allons pas comprendre ça, tous les 10 ans, vous allez voir dans tous les pays un débat sur est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir. Parce que ce n'est pas notre chose. Si c'était notre chose, je n'ai pas encore vu dans les pays où le mandat est réellement limité, les pays occidentaux que nous copions là.
que vers la fin des mandats, il y a un débat dans les pays qui dit est-ce qu'il va partir? C'est pas notre chose. Il faut revoir sereinement ces choses-là. Séparation des pouvoirs dans un pays comme le Bénin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que nous sommes dans un pays de gratitude et d'ingratitude à la fois. Ça va vous sembler bizarre, mais lorsque moi je suis président de la République et c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, c'est moi qui nomme les juges, c'est moi qui nomme les magistrats, c'est moi qui nomme les présidents des cours et tribunaux, et je vous nomme, vous pensez que le Béninois est de nature à dire vous m'avez nommé, je vous connais plus? Non. Donc il faut en tenir compte dans la conception d'un mode de gouvernance. Mais si vous voulez qu'on aille pour la levée des limitations des mandats, comment est-ce qu'on tient cela si nous n'avons pas des institutions fortes, donc profondément séparées qui... Oui, mais c'est que, vous savez, j'ai toujours caricaturé. Lorsque vous avez un chat, par exemple, je caricature, Oui. et le chat vient vous voir, et le chat s'engage pour dire, moi je suis un chat capable de résister devant un poisson fumé. D'accord? Et vous croyez à ce chat-là, vous fumez du poisson, vous mettez ça à côté de lui. S'il le bouffe, la faute n'est pas au chat. Donc vous ne croyez même pas à la séparation des pouvoirs? Moi, je ne crois pas. Il faut réfléchir sur autre chose. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes dans un pays de reconnaissance. C'est ça que j'ai parlé de gratitude. Mais j'ai ajouté en même temps d'ingratitude parce que tant que vous êtes là, je suppose que Mme Pisse m'avait mis à une position, et cette position, ça me plaît, ça me procure des avantages. Mais si vous me donnez quelque chose, je vais le faire. Parce que, et là, Akiti ou nous, Akiti Pano, c'est comme ça on dit. Oui. Donc, à Taro, on finit pas. C'est des trucs comme ça que nous disons qui n'ont l'air de rien, mais qui nous définissent. Mais tant que vous êtes là, je suis redevable, on met quelque chose de fait, mais le jour où vous ne serez plus là, l'ingratitude commence. Donc celui qui va vous remplacer, comme je sais que c'est vous qui m'avez mis là, même mon maintien là dépend du nouveau qui est arrivé, je vais tout faire pour commencer par vous désobéir, par dire des choses pas très bien de vous, pour pouvoir attirer, comment on appelle, les faveurs de nouvelles arrivées. Est-ce que Moël Bénin aujourd'hui pense un programme, sinon pense une nouvelle république, parce que le leader à qui il fait allégeance est en fin de mandat et qu'il veut bien que le leader soit maintenu, ou Moël Bénin pense réellement une nouvelle république parce qu'on en a besoin? D'abord, et si c'est qu'on en a besoin, comment est-ce que vous pensez qu'on puisse instaurer, qu'on arrive à instaurer tout ça chez nous? D'abord, il faut que je fasse la différence entre ma personne, Jacques Ayadji, et Moël Bénin. Okay. Ce que je dis là, que notre République, notre mode de gouvernement n'est pas adapté à notre pays là, je le disais depuis avant 2011. J'ai même demandé à ce pays que nous n'allions pas aux élections en 2011. Sur la base de la Constitution qui est là, on a demandé à ceux qui étaient là d'organiser ce que nous avons appelé les assises nationales pour que chacun apporte son idée autour de la table en tenant compte de ce que nous sommes pour en sortir une synthèse qui doit être dans notre mode de gouvernance. Donc nous, au niveau de Moël Bénin, on ne parle pas par rapport à un homme. Nos réflexions sont impersonnelles. C'est pourquoi elles persistent dans le temps. Ce que nous disons là, si nous ne l'avons pas en 2006, vous allez voir que nous allons continuer par le dire. Donc nous ne faisons pas cette proposition de nouvelle république pour que... Pour M. Patrice Talon. Pour quelqu'un. Donc voilà, donc il faut le comprendre comme ça. Mais comment y parvenir? Est-ce que vous avez une stratégie? L'intelligence que nous avons eue dans ce pays pour organiser la conférence nationale, il faut que nous ayons encore cette intelligence
pour nous rasseoir. Mais vous êtes membre vous êtes acteur de la mouvance. Oui. La partie qui ne veut pas des assises nationales, c'est la mouvance. Qu'est-ce que vous faites? C'est que quand vous parlez comme ça, ça me fait sourire parce que les assises nationales, on les demandait depuis longtemps. Je connais un ancien président qui est aujourd'hui président d'un parti politique, qui disait que non, il ne fera pas des assises, qu'il a été élu par, je ne sais pas quoi, tout le peuple d'Agonie, tout le peuple de ceci, que le bois n'est pas un banc. Donc, niet aux assises. Aujourd'hui, quand il est retombé dans l'arène, c'est lui qui réclame les assises. Il aurait pu le faire quand il est là. Mais on n'est plus à son époque, on est à une nouvelle époque. Il faut comprendre la chose. Que ce n'est pas forcément les acteurs politiques seuls qui vont s'asseoir. C'est tout le monde, y compris vous-même, y compris les religieux, y compris les artistes, les tenants de nos cultures. Monsieur Jacques a dit, est-ce que Moël Bénin s'active? Est-ce que Moël Bénin actionne les leviers dont il dispose pour obtenir aujourd'hui de la mouvance, sinon de la classe politique que nous nous asseyons pour repenser la République béninoise? C'est pas le fait que j'en discute avec vous, le fait que nous ayons prévu cela dans notre offre de législature, le fait qu'on a fait campagne sur cela, le fait que même à l'heure TV, lors du débat télévisé entre les partis politiques, nous ayons défendu ça face à nos adversaires, c'est déjà quelque chose. Nous ne sommes pas au pouvoir. Donc, nous ne sommes pas au pouvoir, non, on n'est pas d'élus à l'Assemblée nationale. Si vous prenez notre offre, nous avons dit, si nous avons fait, comment on appelle, une matrice dans notre offre, on a dit, bon, si nous sommes élus, nous avons un seul représentant à l'Assemblée nationale, nous allons déposer cette proposition de loi sur la table. Mais le reste, on ne sait pas si ça va prospérer ou pas. Mais comment est-ce que vous pouvez appartenir à une mouvance sans aujourd'hui vous sentir en droit de déposer, de faire le lobbying nécessaire pour déposer une proposition? Vous ne savez pas si le lobbying a été fait, mais je parle du dépôt sur la table de l'Assemblée nationale. N'étant pas élu, ne disposant pas d'un seul élu, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous ne pouvons passer que par des camarades interposés pour le faire. D'accord? Oui. Mais est-ce que les acteurs politiques veulent ça? Parce que ce que nous avons constaté, c'est que ce système, il est mauvais. Le système que nous avons hérité de la conférence, il est mauvais. Mais les acteurs politiques veulent garder ça comme ça. Et chacun attend son tour pour en bénéficier. Quand vous parlez de tour, ça me fait penser encore à 2023, où nous avons vu s'éveiller des appétits pour la présidentielle de 2026. Et la rumeur dit que vous êtes proche de M. Olivier Bokor. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Moël Bénin, ayant été pas le fils très aimant de M. Patrice Talon, finalement, va faire le jeu de M. Olivier Bokor? À quoi aura-t-on droit pour qui vous a dit que je ne suis pas le fils très aimant de Patrice Talon? Bon, M. Patrice Talon n'a Dieu que pour l'Union progressiste le renouveau et le Bloc républicain. Mais vous ne le suivez pas souvent. Okay. Moi, j'ai entendu dire le 6 avril 2021 au Bénin Royal Hotel qu'il va faire la promotion de Moël Bénin. Il va faire en sorte que Moël Bénin grandisse et envahisse tout le pays. Donc, je ne sais pas ce que vous mais c'est à propos du candidat exalté au soir de sa réussite. Mais, écoutez, c'est ce qu'il a dit. Et il n'a jamais rien fait pour que Moël Bénin n'avance pas. Ok, soit. Bien au contraire. Oui. Maintenant, vous dites que les rumeurs disent que je suis proche d'Olivier Bokor. Oui, je ne veux pas nier que je suis proche de lui, mais il ne m'a jamais dit qu'il est candidat. Ah oui? Il ne m'a jamais dit qu'il est candidat. Il ne m'a jamais fait cette confidence-là. Donc moi, je ne fais pas de débat fiction. Pour le moment, nous voyons les gens sur le terrain s'illustrer en suscitation de sa candidature. Mais moi, jusqu'à la minute où je parle avec vous, il n'a pas encore fait cette confidence. Vous ne lui avez pas posé la question? Ben écoutez, je pose la question, mais il dit que bon, ça va peut-être
leur passé. Leur passé. Donc moi, il m'a jamais dit qu'il était candidat. Mais comment est-ce que Moël Bénin, parce que 2026, nous sommes déjà en 2024, 2026, c'est la question du moment. Comment est-ce que Moël Bénin s'apprête pour affronter ces élections? Parce que ce sont les élections générales également. Les élections générales, il y a 3 élections. Bien sûr. Il y a les communales, les municipales, les législatives et la présidentielle. Au niveau des communales, Moël Bénin sera escalité en lice. Il en sera de même pour les législatives, mais pour les présidentielles, nous sommes dans un camp. Nous sommes dans une majorité présidentielle. Donc, nous attendons que les débats se fassent au niveau de la majorité pour que le duo qui sera retenu au niveau de la majorité pour porter les couleurs de cette majorité-là, que ce duo-là soit connu. Et nous allons travailler pour que ce duo... Monsieur Jacques Ayadji ne veut pas être candidat pour 2026. Ce n'est pas une décision personnelle. Lorsque vous êtes dans un camp, vous êtes dans une équipe, le coach est là. Mais le coach, il est partant. Est-ce que vous ne tenez pas compte de ça pour faire un repositionnement intelligent lorsque vous êtes dans une équipe, ne vous imposez pas au coach. Mais le coach, il est partant. Oui. Vous oubliez ça? Non, mais si... Et c'est 2026, c'est le boulevard de toutes les possibilités pour Moël Bénin et donc, par conséquent, pour M. Jacques Ayadji. Mais si nous ne savons pas faire, si nous ne nous mettons pas ensemble, pour qu'il y ait de la synergie au niveau de la majorité, ce ne serait pas une bonne chose pour nous. Donc, il n'y a pas d'individualité à défendre ou à promouvoir en 2026. Est-ce que ce n'est pas un refus de grandir pour Moël Bénin? Est-ce que ce n'est pas le lieu de prendre, de prendre des décisions beaucoup plus courageuses? Parce que M. Patrice Talon est en train de partir et c'est le leader aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Est-ce que Moël Bénin va accepter s'aligner encore dardard derrière un monsieur qu'on aura désigné et tout? Si c'est un choix consensuel au niveau du camp auquel appartient Moël Bénin aujourd'hui, apparemment, je ne vous fais pas lâcher le morceau. Qu'est-ce qui vous prouve que ce camp ne va pas dire que c'est moi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Donc, nous avons une position de principe. Nous attendons que la majorité présidentielle fasse son casting et nous allons nous aligner derrière ce casting. Donc, il n'y aura pas de leadership affirmé de la part de Moël Bénin. Vous allez vous aligner, c'est ça? Oui. L'individualisme nous amène à nulle part. Moi, je ne suis pas dans un schéma de voir, par exemple, chaque parti de la mouvance présidentielle avoir son candidat. Nous avons échoué. Si chaque parti de la mouvance doit présenter un duo aux élections, nous devons échouer. Nous allons nous battre entre nous. Ben, si Moël Bénin a son candidat et que UPR a son candidat au présidentiel, ben, nous allons faire un combat. Si BA a candidat à UPR, ils vont faire un combat. Donc nous n'avons aucun intérêt à ce que chacun de ces partis-là présente un candidat. On doit s'entendre entre nous pour choisir les meilleurs d'entre nous pour porter les voix du parti. Alors, au Parlement, on suit l'actualité à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, je voulais poser la question de savoir est-ce que pour 2026, vous auriez voulu qu'on lève les parrainages pour que ce soit plus facile pour tout le monde. On voit aujourd'hui les difficultés pour l'autre camp d'obtenir, par exemple, l'amnistie, le vote de la loi d'amnistie et tout. Quel regard portez-vous sur cette difficulté d'avancer? Moi, la nouvelle république dont parle Moël Bénin n'est pas liée à tout ce que vous dites là. Ah oui. Non, c'est une question de principe. C'est-à-dire qu'il faut scruter notre pays, scruter nos mentalités, scruter notre culture pour voir quel est le modèle qui va nous permettre d'avancer. Vous avez un programme d'unité nationale et dans le même temps, à l'Assemblée, vos collègues ne veulent pas
aller pour le vote d'une loi d'amnistie? Est-ce que ce ne sont pas déjà des blocages qui empêchent l'unité nationale? D'abord, l'amitié ne veut pas dire unité nationale. Non, c'est clair que ça ne veut pas dire unité nationale. Mais ceux qui disent qu'ils veulent l'amitié, est-ce qu'ils le veulent réellement? Moi, je pense qu'ils ne veulent pas. Ils font tout. Parce que si cette loi d'amnistie est votée et que Mme Rekia Madougou sort de prison, Joël Evo sort de prison, et les autres aussi, ceux dont vous parlez n'auront plus de programme. Parce que leur programme, c'est ça. Ils n'ont plus aucune idée, ils n'ont pas de programme. Leur programme, c'est faire le contraire de ce que Patrice Talon veut. Et donc, ils veulent nécessairement que Rekia Madougou et Joël Evo soient maintenus en prison pour qu'eux, ils aient un fonds de commerce. Sinon, vous voulez, si moi je veux courtiser une femme, je ne commence pas à gifler la femme. J'utilise, comment on appelle, des stratégies pour amener la femme à accepter mes avances. Vous voulez que vous êtes minoritaire et vous présentez la loi d'amnistie comme votre loi, et pendant que cette loi n'est pas encore mise en débat, vous ne perdez aucun instant pour insulter les autres. Ça, c'était de façon générale. Je l'ai dit ça au congrès de Moël-Béné quand ils sont venus tenir les mêmes propos à l'ouverture. Je leur ai dit la même chose. Il faut avoir une posture. Je sais que vous êtes du jour, vous êtes fond. On dit que il faut faire et nos imbocondaires. Mais eux, là, c'est ce qu'ils font. Regardez, ils ont rejeté le rapport, comment on appelle ça, le rapport d'activité. Non, ils ont d'abord rejeté le rapport de Vlaboni. Un rapport qui ne contenait qu'un seul point, la cérémonie d'investiture de Vlaboni. Mais ce rapport arrive, il faut le rejeter. Ça fait un. Mais vous voulez en même temps que les autres viennent vous accompagner pour voter la loi d'amnistie. Le budget arrive. Un budget extraordinaire. Un budget qui a un volet social énorme. Vous rejetez ce budget-là après l'avoir validé en commission. Après avoir validé le rapport général, vous le rejetez et vous assumez ce rejet en disant que vous n'avez même pas lu le budget. C'est ce que Éric Monité a dit que moi j'ai entendu. Mais de par mes informations, j'ai vu qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas à l'aise en rejetant le budget. Parce que le président de leur parti les a tellement crétinisés qu'il les a laissés faire tout le travail au niveau du Parlement, voter le rapport avant de leur donner une consigne finale, rejetez-moi ce budget-là. Mais avant de leur dire ça, il a fait voter le budget au niveau des députés démocrates là. D'accord? Il y avait 18 députés démocrates qui étaient pour le vote du budget, 3 contre et 7 abstentions. C'est après avoir obtenu ce résultat-là qu'il leur dit quand même, rejetez-moi ce budget. Sans raison. En demandant des choses impossibles. Le gouvernement a dit pour les aspirants au métier d'enseignant, nous allons entrer maintenant dans le processus de reversement. Parce qu'au départ, ils étaient payés 9 mois sur 12. Après, on est passé à 10 mois sur 12. Et aujourd'hui, à 11 mois sur 12. À partir de janvier 2024, le gouvernement a dit nous allons passer à 12 mois sur 12, mais je n'ai pas encore les moyens de prendre en charge tous les 30 000. Je prends 3 000 par année. Ils ont dit non, il faut prendre tous les 3 000 en même temps. Parce qu'eux, ils sont habitués à des promesses non tenues. Vous savez qu'avant, les avantages, lorsque les gens parlaient un peu, on prenait des papiers, des décrets pour accorder des 1,25 qu'on ne paye jamais. Vous savez ça, non? Et les syndicats doivent se battre. Ils continuent même pas à se battre pour dire le 0,25 qu'on nous a donné là, il faut qu'on nous donne. Parti temps, on n'agit pas comme ça. En parti temps, on n'a pas les ressources pour faire face à une dépense, ils ne les annoncent pas. D'accord? Moi, je suis des collines et je suis révolté de savoir que
dans un budget où certaines routes emblématiques que nous avons dans la zone et qui n'ont pas connu un meilleur sort depuis des années, qu'une fois que le président Talon a décidé de les aménager, que des députés disent non, ça me fait très mal. Si je vois qu'on veut bitumer Kilibo-Wessé, par exemple, ça c'est un événement dans les communes. Si je vois qu'on veut aménager Glazoué à Santé, à Clampa, c'est un événement. Moi, j'étais encore dans les collines il y a quelques jours, mais les populations sont revenues là-dessus. Lorsque vous prenez Glazoué, Ouedemé, La Rotan jusqu'à Le Roudouret, et qu'on veut l'aménager et que les députés disent non, moi, je ne les comprends pas du tout. Donc, les autres amènent leur budget pour rejeter. Vous pensez qu'en amenant vos lois d'amnistie, là, ils vont accepter? Moi, j'attends 2024 pour voir si ces députés-là vont prendre le salaire. Ah, c'est à ce point? Oui, j'attends. S'ils prennent le salaire, ils auraient été incohérents. Parce qu'ils ont dit que ce billet n'est pas bon, il faut le rejeter. Donc, si moi j'avais été à la place, je leur ai dit, bon, votre affaire là, comme moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne veux pas prendre le salaire pour qu'on puisse faire cette économie pendant. Ne pas être d'accord n'enlève pas la fonction qu'on occupe. Non, mais ne pas être d'accord, c'est refuser même le financement des activités de la fonction qu'on occupe. Je ne dis pas que les députés n'ont pas le droit de rejeter un budget. On peut même rejeter un budget par principe. Une conduite, une ligne politique peut vous amener à rejeter un budget qui est même bien. Mais la manière dont Yaïboune les a traités, ce n'est pas bien. La manière dont Yaïboune a traité les députés. Vous trouvez que c'est Yaïbouni qui leur a demandé? Bien sûr, sinon, qui d'autre peut leur donner ça? Puisque en commission, ce n'est pas des enfants, non. En commission, ils ont tout validé. Le rapport général a été validé à l'unanimité. Et je vous dis que par mes renseignements, que au niveau même des députés, des démocrates, il y a 18 qui étaient pour le budget. 3 contre et 7 abstentions. Donc, vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas à l'aise. On dit, j'aime pas le budget. Vous pensez que Eric, on était avec tout l'expérience qu'il a là, il est capable de se prononcer sur un document sans l'avoir lu. Mais ce n'est que le raccourci qu'il a trouvé pour justifier le vote négatif du budget. Il ne peut pas dire autre chose. Voyez-vous, donc, ces frères et sœurs là, je pense que ils ne veulent pas de l'amnistie. Jacques a dit l'autre chose qui fait beaucoup débat au Bénin et qui a beaucoup fait débat également au Bénin en 2023, c'est la dette publique. Vous jetez des lauriers, vous jetez beaucoup de fleurs à M. Patrice Talon, mais sur la dette publique, on ne comprend pas. Le Béninois lambda ne comprend rien. Tout ce qu'on entend, c'est que le Bénin s'endette. Qu'est-ce qu'il en est? Vous connaissez un pays au monde qui ne s'endette pas? Vous connaissez un pays au monde qui ne s'endette pas? Lorsque vous avez des problèmes, par exemple, vous voulez, si vous endettez pour faire de la consommation, si vous vous endettez pour la consommation, ça ne sert à rien. Mais si vous vous endettez pour investir, il n'y a pas meilleure chose à faire. Et tous les pays sont endettés. Je ne sais pas ce que les gens nous reprochons à notre gouvernement qui dit on s'endette. Et je pense même que si les gens continuent par avoir confiance à notre gouvernement pour faire en sorte qu'ils ne continuent pas à s'endetter, c'est que le Bénin, la gestion du Bénin est amenée à un niveau où notre crédibilité est là. On ne passe pas de l'argent à n'importe qui. Vous pouvez passer l'argent à n'importe qui là maintenant. Quelqu'un vient vous voir, vous n'êtes pas sûr qu'il va vous rembourser. Non. Le Bénin est crédible. Le Bénin est crédible et il n'y a pas de développement sans la dette. Il n'y a pas de développement sans la dette. Et puis nous avons quand même la décision de Bretton Woods. Nous avons le FMI, nous avons la Banque mondiale, et nous n'avons jamais manqué. Ça dit souvent que quand ces institutions notent bien un pays, c'est le peuple qui en pâtit. Ah ben c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, la posture que j'ai dans cette émission ne me permet pas d'aborder dans le même sens que vous.
L'autre point qui a également fait débat en 2023, c'est la réforme du système partisan. Oui. Plusieurs acteurs politiques sont revenus dessus nous dire que c'est quasiment un échec. Monsieur Jacques Ayadi, est-ce que, selon vous, la réforme du système partisan est un échec? Est-ce qu'il y a des points à améliorer ou tout va bien? Non, je ne vais pas dire que c'est un échec. Ok. Je vais dire simplement que la réforme du système partisan enclenche des succès, même si ces succès ne sont pas encore arrivés au niveau où nous souhaitons. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus se réunir dans une cabine téléphonique pour créer un parti politique. Ça, c'est clair. Donc, de plus de 200 partis politiques, nous en sommes aujourd'hui à moins d'une vingtaine. Ça, c'est une avancée. Les autres vont venir. Les autres vont venir. Vous savez que les vieilles habitudes, on a produit. Le débat idéologique n'est pas réglé. Vous semblez légèrement optimiste. Oui, parce que, en fait, les effets des changements, là, ils sont pas brutaux. Ça arrive progressivement. La preuve, lorsque vous prenez le mystère même de la vie et qu'une femme conçoit, c'est pas le lendemain qu'elle sort le verre. Il y a même une période où on ne sent même pas que la femme porte quelque chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, les gens disent que bon, les données macroéconomiques affichées par notre pays qui montrent que tout va bien ne sont pas encore ressenties au niveau micro, au niveau des populations. C'est vrai, mais ça va venir. Ça va venir. Quand on va finir par faire tout ce qui est structurant, vous allez voir que les effets vont arriver. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre, d'écouter le son de cloche de ces acteurs politiques-là qui aujourd'hui trouvent que la réforme du système partisan est un échec? Est-ce que vous n'avez pas vu des points de pertinence qu'il va falloir travailler au niveau Non, mais même à notre congrès, nous aussi, on n'a pas jeté que de lauriers à la réforme du système partisan, mais nous refusons de dire que c'est un échec. Parce que nous avons quand même avancé. Même si c'est un petit avancement, on l'a vu. Si c'est un petit pas sur les 1000 que nous souhaitons avoir, on a fait ce petit pas-là. Il faut le reconnaître. Parce que si on ne le reconnaît pas, demain, on ne pourra pas poursuivre les actions pour commencer par ce petit pas. Parce que ce que vous craignez en n'appelant pas les choses par leur nom, c'est que demain, on ne revienne sur la réforme du système partisan. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de relève légitime. Parce que si une chapelle politique ne reconnaît pas ce qui se passe de bien aujourd'hui pour le bonheur de nous tous, c'est que demain, lorsqu'il sera au pouvoir, il risque de remettre tout en cause, comme nous l'avons fait depuis 1980. Mais on ne perd rien à vous faire énoncer les points à améliorer dans la réforme. Non, vous énoncez, mais vous dites quand même qu'il y a d'autres choses qui marchent. Quand vous allez à l'examen, personne ne vous demande d'avoir 10 suivis dans toutes les matières. Non, mais au lieu de donner l'exemple de l'examen, parlons de la réforme du système partisan. Oui, selon vous, quels sont les points qu'il va falloir améliorer pour que demain tout aille mieux? Mais nous avons parlé du débat idéologique. Ce n'est pas normal que dans la charte des partis politiques, on écrive pas sur plan que l'idéologie est facultative pour les partis. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Demain, il faut travailler à biffer cet article-là pour rendre obligatoire l'idéologie au niveau des partis politiques. Ce n'est pas normal non plus qu'on demande aux partis politiques d'animer la vie politique nationale et de disposer d'un siège par département et ne rien donner aux partis politiques qui n'ont pas d'élus. Moi, Bénin a toujours proposé que si c'est 100 francs que l'État veut donner comme aide aux partis politiques, qu'on prenne peut-être 60% de ces 60 francs, de ces 100 francs-là pour le répartir équitablement à tous les partis politiques légalement reconnus, pour leur permettre de faire face
aux charges que la loi leur impose. Et puis les 40 francs qui restent, on peut les donner en bonus à ceux qui ont des élus. Mais prendre les 100 francs et distribuer rien que à ceux qui ont des élus, ça veut dire que le combat est, comment on appelle, inégal. Vous allez dans une compétition et l'État casse un pied à certains partis politiques et laisse d'autres partis politiques sur les deux pieds pour faire la compétition. C'est des points qui méritent d'être, comment on appelle, d'être améliorés. Il y a aussi le débat sur la transhumance. Oui. Qui n'est pas réglé. 2023, on a vu comment qui n'est pas réglé, où aujourd'hui les gens peuvent quitter un parti A pour aller à un parti B et même ressortir du parti A et revenir encore. C'est pas bien. C'est des points d'amélioration. Il faut travailler à ce que on va pas dire à un militant de rester dans un parti politique, quoi qu'il en soit. Mais il faut rendre difficile la transhumance. Si par exemple, moi je suis élu sous la bannière d'un parti politique et que je démissionne de ce parti politique en cours de mandat, que je puisse perdre ce mandat. Donc, tant qu'on n'a pas mis ces choses-là, nous allons faire du silence. Et la durée de vie des partis politiques, ça ne dépasserait pas le règne ou le mandat d'un président de la République. Vous avez vu, si vous prenez les années 90, nous avons eu la renaissance du Bénin. Est-ce que ça existe encore maintenant? Pendant que le président Sogo était au pouvoir, il disait que tous ceux qui sont avec lui doivent forcément venir à la renaissance du Bénin. Il a même sorti l'allégorie de la biche et de la rivière pour dire que si vous voulez avoir étanché vos soifs, vous devez venir à la renaissance ou surtout la renaissance. Nous avons eu BF sous Kérékou, pour se dire que ces partis politiques ne sont pas créés sur le fondement d'idées idéologiques. Ils sont créés autour des hommes. Parce que les hommes ils passent également. Nous avons eu les FCBE qui ont été créés autour du président Boni Yayi. Quand ils sont partis, vous avez vu que ce parti a volé en éclats, même s'il y a une portion congrue qui est encore là. La majorité de ceux qui avaient constitué le socle de FCBE, ils sont aujourd'hui soit dans l'UPR, soit dans le BR. Et qu'est-ce qui prouve que quand le président parti Talon va au pouvoir, les partis de la mouvance aujourd'hui vont exister. Donc, il faut régler ces problèmes. Il faut les régler. Donc, ne pensez pas que je suis là à dire que tout va bien. Mais je refuse de dire que c'est un échec parce que nous avons quand même fait un pas, même si minime soit-il, ce pas-là est fait. Et si les gens veulent améliorer demain, il ne faudrait pas qu'ils reviennent au point zéro avant de faire la marche. Pour la relève légitime. Nous ne devons plus, le président parti d'avant a amené le Bénin à un niveau aujourd'hui de respectabilité. Il ne faudrait pas que nous reculons. Donc, le Bénin doit savoir que si nous souffrons et que nous avons besoin d'apporter 5 km de montagne qui constitue une souffrance, si nous avons fait 5 et nous ne restons pas aux 5 là pour essayer d'aller de l'avant, et chaque fois qu'on est fatigué, qu'on a peur des difficultés, qu'on ne supporte pas les difficultés, on revient encore au point de départ, on n'aura jamais la chance d'aller au sommet de la montagne. Donc, la relève légitime consiste à d'abord travailler sur l'homme. Parce que tout ce que nous faisons jusque-là comme réforme, ces réformes n'ont pas encore attaqué le vrai produit. Le produit, c'est l'homme. Tant qu'on n'a pas agi sur l'homme, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. C'est pour rien. Parce que les hommes mal formés, ils vont remettre tout à l'eau. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire ça un jour à M. Patrice Talon? Oui, bien sûr. On ne peut pas tout faire à la fois. Lorsque vous construisez pas la route, c'est beau, tout le monde regarde. Les gens balaient même la nuit. Mais il y a certains qui font ce que vous savez sur ça.
qu'on a besoin d'aller faire ses besoins urinaires, on pousse dedans. Ça, c'est parce qu'on n'a pas travaillé sur l'homme. Parce que vous construisez des caniveaux avec les têtes d'avaloir et que les gens, parce que il y a le gâteau privé dans le pays, ils vont prendre ces galettes-là, ils vont les vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si c'est des milliards que nous avons utilisés pour mettre en place ces éléments-là, au lieu d'utiliser les milliards suivants ou les milliards prochains pour régler d'autres problèmes, on va prendre ces milliards pour venir remettre ce que le défaut de travail sur l'homme a engendré. Voilà donc la relève légitime. La relève légitime, c'est travailler sur l'homme et faire en sorte que nous ne reculons plus. Parce que si en 2026... Apparemment, c'est une crainte pour vous. Oui, est-ce que vous craignez que M. Patrice Talon parte avec tout son système et qu'on ait droit à un nouveau système? Le point n'est pas lié à Patrice Talon. Oui. Le point est lié à notre pays. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Nous avons même dit dans notre offre de législature que pour nous, là, à moi, c'est une aberration que chaque président vienne avec son programme d'action gouvernementale. Une aberration. Parce que c'est un luxe pour notre pays. Notre pays n'est pas encore à ce niveau-là. On doit s'entendre, se mettre ensemble et puis projeter notre pays sur 100 ans. D'accord? Et avoir une loi programme à constitutionnaliser. Et chaque président vient, il fait sa part. Il s'en va, l'autre vient, il poursuit. Mais ce que nous avons observé depuis 90, c'est que chacun vient, il dit toujours que tout ce que l'autre a fait est mauvais. Il détruit tout, il reprend à zéro. Lui-même, il la met quelque part, un autre, il dit, ah non, tout ça c'est mauvais. Non, c'est un luxe pour nous. Il faut faire une loi programme. Donc moi, je n'ai pas de crainte par rapport à un homme. Je veux simplement que notre pays soit... Vous voyez, allez en Chine. Vous allez voir ce qui se passe en Chine. Ce qu'il veut faire dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il connaît des atouts. Moi, je vois sur des arbres en Chine, les gens font seulement les pieux, là, les supports des routes en hauteur. Là. Ils les font, ils les laissent. Vous allez dire, le jour où ils seront prêts, là, ils viendront seulement mettre le tapis là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? On fait juste ce que nous voulons maintenant. Et quand on est prêt pour venir faire un aménagement, les populations sont déjà venues s'installer. Et pour construire la route, il faut débourser beaucoup d'argent pour déterminer cette population. Donc nous avons besoin de la planification. Et c'est le moment de féliciter le gouvernement pour le lancement du programme Bénin 2060. C'est déjà quelque chose. Pour nous, 30 ans, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Au moins 50 ans. Nous sommes en 2023. Je pense que nous pouvons imaginer notre pays. Puis c'est aujourd'hui que nous prenons conscience. Nous pouvons imaginer notre pays à l'année 2123, par exemple, ou l'année, comment on appelle, 2073. 30 ans, c'est déjà quelque chose. Mais si on peut aller au-delà, nous aurons l'occasion de faire. Moi, j'ai été associé à une étude dans une ancienne ville, dans un pays qu'on appelle le Djibouti, où nous avons travaillé pour faire ce que nous appelons l'EPI. L'EPI, c'est IPIE. C'est l'inventaire pour les infrastructures et les équipements. Ça consiste à faire quoi? Si je ramène ça au Bénin, c'est que on va visiter toutes les communes, faire l'état des lieux de toutes les infrastructures qu'il y a dans chaque commune, comparer les communes entre elles et savoir dans quelle commune il faut agir en premier pour que de façon équitable, les communes aient le même niveau de développement. Pour le faire, il faut faire l'état des lieux. Cette IPI-là, nous l'avons fait dans notre pays. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse aussi dans notre pays pour nous permettre de projeter notre pays dans 50 ans, dans 30 ans, au lieu
de gérer le pays à la petite semaine comme nous sommes en train de le faire depuis 1990. Apparemment, vous avez beaucoup de peine à vous faire entendre, vous avez de belles idées, vous appartenez même à l'appareillage d'État à cause de vos fonctions. Vous êtes chef de parti politique, mais apparemment, vous n'êtes pas entendu. Non, mais qu'est-ce qui vous dit que nous ne sommes pas entendus? Puisque tout ce que vous évoquez là, on n'y pense pas finalement. Vous ne savez pas comment est né le programme de 2060. Peut-être que c'est une manière de prendre partiellement en compte ce que nous disons. Si vous le dites. Donc, même si ce n'est pas pris en compte, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer par le dire, par le dire et par le dire. Vous savez que nous sommes dans un pays où le culte que nous savons faire le plus, c'est le culte de la médiocrité. D'accord? C'est ça, c'est-à-dire les Béninois aiment, quand il dit les Béninois, c'est un peu dur de dire ça. C'est moi y compris. Hein. Les Béninois aiment braquer les projecteurs sur ce que nous faisons de mal. Vous êtes Pierre Sourior, vous êtes une excellente journaliste, les gens vous apprécient, mais on trouve que c'est normal. Personne ne parle de piste. Mais le jour où vous allez faire le petit truc mauvais là, c'est ça que tout le monde va ventiler. Il y a un joueur là, j'ai oublié son nom là, le joueur béninois là, et qui est très talentueux, oui, qui nous a toujours permis d'engranger des victoires, mais il a fallu simplement qu'il sorte de l'hôtel pour aller quelque part la nuit, et nous avons oublié tout ce qu'il avait fait de bien. Et on s'est fou. Non, c'est ça notre pays. Ce n'est pas bien. Les gens parlent de Mandela. Mandela n'a pas fait que de bonnes choses. Mais on regarde ce qu'il a fait de bien. Les gens parlent de Charles de Gaulle. En France, il n'a pas fait que de bonnes choses. Les gens parlent de. Il faut que nous apprenions à commencer par faire le culte de la méritocratie. Et c'est pour ça que nous avons initié ce que je vous ai dit dans le programme tout à l'heure, oui, pour parler du choix, du témoignage et de la reconnaissance. Peut-être un jour, le choix sera porté sur vous. Qui sait? Pour mettre la lumière sur ce que vous avez fait de bien, parce que nous sommes des humains. D'accord? Et la perfection n'est pas de ce monde. Tout le monde parle de Pakistan, tout le monde dit ah non, que c'est du, c'est du. Mais il est de loin le meilleur président que moi j'ai connu depuis 1990. En termes de transformation structurelle de notre pays. On peut trouver à redire sur certains aspects de sa gouvernance parce qu'il est un homme. Parce qu'il est un homme. Il n'est pas Dieu. Nous avons vu dans ce pays des gens qui ont profané Dieu, d'accord, en terrifiant un chef d'État. Vous vous rappelez, on dit, bon, lorsque vous faites la prière à Dieu, bon, Dieu met du temps avant d'exaucer la prière, mais lorsque vous demandez quelque chose à ce chef d'État qui est aujourd'hui chef de parti politique, il vous le donne rapidement. Donc, il est plus fort que Dieu. Paris Talon n'est pas Dieu. Paris Talon est conscient qu'il peut faire des erreurs, et c'est soutien que nous sommes conscients qu'il peut faire des erreurs, et donc, mais il fait beaucoup de choses très très bien. Et moi je suis admiratif de lui. Si je dois choisir un seul point pour de satisfaction par rapport à la vous n'avez dit que ça jusque-là. Un seul point, parce qu'il y a une flopée de bonnes choses qui se passent dans le pays. Mais si je dois choisir un seul point, rassurez-vous, ce n'est pas la route, mais c'est la dématérialisation. De là où vous êtes là, vous pouvez tout faire avec votre smartphone. Est-ce que c'est pas bien ça? Parce que vous regardez les villes, est-ce que ça ne change pas? Ça ne change pas? Bien sûr que ça change. Est-ce que depuis que nous sommes ici, il y a eu la coupure d'électricité? Une fois. Il y a une fois maintenant? Oui. Non, c'est pas non, c'est un dysfonctionnement interne. C'est pas, même si c'est une fois.
Mais avant, c'était l'exception. C'était lorsque vous avez le courant. C'était la règle, en fait. C'était la règle. Lorsque le courant est là, c'est l'exception. Donc, franchement, il n'est pas Dieu. Mais, comme on le dit, il a mis la main sur le pays. Il ne faut pas mal faire ça. Hein. Et dans le tour, il a transformé le pays. Alors, Jacques Ayadi, nous sommes au terme de cet entretien qui était très passionnant pour 2023 au Bénin. Quelles sont les projections pour 2024, autant au niveau de Moël Bénin qu'autant au niveau du Bénin en général? Et quelle est votre adresse à tous les Béninois, à toute la classe politique? Au niveau de Moël Bénin, c'est notre marche qui se poursuit. C'est l'année de l'implémentation ou de la mise en œuvre de notre programme phare, dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. Le PRON, oui, le PRON, à travers le PRUNAC et le PRUNAC. Oui. J'espère qu'à mi-janvier, quand nous allons vous inviter pour le lancement officiel de ce vaste programme-là, vous ne manquerez pas de venir pour servir de relais à cette ne vous inquiétez pas. Oui. Qui va un peu révolutionner le paysage politique. Parce qu'il ne faudrait pas que les acteurs politiques ne s'investissent dans l'opinion que à la veille des élections. Donc, il y a ça. Maintenant, pour le pays, le président, il est en fin de mandat. Je pense que nous allons travailler à mettre en œuvre, à poursuivre la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans tous les domaines et de façon générale pour travailler pour que la relève de 2026 soit une relève légitime. On adresse au peuple maintenant. Il faudrait que le peuple comprenne qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès sans difficulté. La femme qui veut sourire à son bébé, la femme enceinte qui veut sourire à son bébé, si elle ne veut pas supporter les douleurs de l'enfantement, elle n'aura jamais son bébé. Il y en a aujourd'hui sur le terrain qui ne sont pas capables de faire même le 10e de ce qu'ils devaient faire aujourd'hui parce qu'ils ont déjà pris par là, mais qui disent que tout se fait de mauvais. S'il est sûr, et puis en 2026, on doit encore retourner en arrière, franchement. Voilà ce que je voulais dire à ce que nous allons faire les alertes. Mais s'ils veulent quand même qu'on retourne à l'époque de ICC Service, s'ils veulent qu'on retourne à l'époque de ICC Service, on va retourner. Hein. S'ils veulent qu'on retourne à l'époque de la gouvernance spectacle, il faut à nous aller, comme on le dit. S'ils veulent que on ait un gouvernement qui prenne, comment on appelle, qui fasse des promesses sans lendemain, qui prenne des engagements par décret et qui ne les applique jamais, on va aller. S'ils veulent que le palais de la République redevienne le temple de la corruption, le lieu par excellence au niveau duquel on réunit les éminents, on les aligne pour leur distribuer de l'argent, à nous aller. S'ils veulent qu'on retourne à l'époque où le président de la République reste dans son hélicoptère et jette des billets d'argent aux populations pour qu'à leur tour, elles se jettent là-dessus, y compris se blesser, à nous aller. S'ils veulent que des cadres de l'administration, comme Daïvo, disparaissent de leur bureau et qu'on ne les retrouve jamais, à part le fait qu'on nous sorte un corps inconnu pour dire que c'est le corps
Le Daïva aussi veut ça. On va... Vous oubliez que dans le même temps, on a eu Dame Prudence qui est morte. On a eu un jeune étudiant qui mais Dame Prudence, Dame Prudence est morte, mais personne n'est allé sortir. Ne faites pas la foi. Personne n'est allé chercher un corps pour dire que c'est le corps de Dame Prudence. Dame Prudence est morte par peut-être des manifestations où elle n'a pas eu. Ça peut arriver. Parce que quand ça arrive là, on sait quand même que Dame Prudence, vous savez si Dame est mort, vous pouvez dire ça? Vous ne pouvez pas dire. Voilà un peu. Manga Kweti, vous vous rappelez de cette dame-là? Si elle vit encore, il faut qu'elle nous dise si elle veut qu'on retourne, qu'un gouvernement assis puisse habiliter pour des gens pour venir escorter, dépouiller les populations. Si les populations veulent, parce que nous sommes amnésiques, on oublie rapidement. À demander si les populations veulent que nous allons aux élections en 2020, en 2031 sans liste électorale, comme nous l'avons été en 2011, à demander. Donc voilà un peu ce que je voulais leur dire. Je suis un homme qui alerte beaucoup. Et donc je vous dis de travailler à ce que la relève de 2026 soit une relève légitime. Parce que le Bénin est dans une marche. Le Bénin a peut-être besoin de faire 1000 pas. Parti Talon, avec ses faiblesses et autres, a pu amener le Bénin à faire 20 ou 50 pas. Il faut que la relève puisse lui emboîter le pas en faisant de 50 à 100, mais revenir encore en arrière. On commence encore par dire oui. Puisque vous savez, les chefs de département, est-ce qu'un chef d'État a été capable de choisir les chefs de département? Il n'y a que Patrice Talon qui a pu le faire. Si on doit retomber dans ce débat, parce que l'homme rigoureux est parti, un autre vient pour dire, Saval va dire, je n'étais pas d'accord pour Dassa, on commence par investir les rues. Et comme cette personne-là crée l'impopularité, parce que Patrice Talon, contrairement à ce que vous pensez, il travaille pour ses successeurs. Parce que lui, il a fait le choix de l'impopularité pour tirer notre pays vers le haut. Donc voilà ce que je voulais dire. Les souffrances sont normales. Je ne dis pas que tout se passe bien dans le pays, mais nous sommes dans une phase de développement. Et dans cette phase-là, il y a beaucoup de choses qui sont des niches. Merci Jacques Ayadi. Je rappelle que vous êtes président de Mouel Bénin, parti politique de la mouvance, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Bis. Oui. Je suis très enthousiasmé de revenir encore faire tout l'exercice parce que le temps il est court. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va le faire. On va en faire un exercice régulier. On ne peut pas venir raconter toute sa vie dans une émission. Merci. Oui.